téléspectateurs, si nous n'avions pas Frédéric, les gars, pour parler comédie, on serait là entre mecs, à refaire le monde, à discuter. Merci d'être là, Frédéric. Merci C'est beaucoup. avec joie que je suis très bien entourée. Voilà, j'aime ça. Ouais. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Eddy, merci d'être tout le temps et C'est un vrai souvent et encore une fois avec nous. Bon, et puis Lumba, merci parce que nous, depuis 30 ans, nous collons les deux. D'accord, mais un petit mot quand même. Moi, je veux féliciter ces 3 personnes qui sont là. Félicite. Parce ça que fait du quand bien. je les vois, leur dévouement dans les télévisions pour parler aux Martiniquais, pour expliquer, pour éclairer, je trouve que c'est salutaire. Et je veux vous féliciter, Eddy Marajo, Emmanuel et Frédéric. Mais, Je te dis rien, puisque nous sommes camarades depuis 30 ans. non, mais sachez qu'il fait la même chose. Donc, Non, je vous félicite, vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à vous écouter. le Sargator 3, un navire collecteur de sargasses en construction en Guadeloupe. Alors, l'enjeu, sargassum, en anglais c'est ça, sargassum, l'enjeu est de parvenir à une intervention rapide lors des pics d'échouage, tu vas me dire si je me trompe, de limiter l'impact environnemental des sargasses sur les plages et puis les populations, école du Robert, n'est-ce pas, Christian? Et à renforcer la capacité de traitement des algues collectées. Une fois que le sujet est posé comme ça, qu'est-ce que tu as à nous dire, mon cher Emmanuel, sur la question que tu as étudiée? On pourrait faire une émission entière sur le sujet. Ce qu'il faut simplement rappeler, c'est que tant que les sargasses sont en mer, ça se passe très bien. Au contraire, c'est même un carburant écologique. Ouais. Parce que ça protège la faune. Il y a d'ailleurs des bandes dorades qui sont magnifiques et les pêches de dorades n'ont jamais été aussi belles qu'en ce moment. Donc dès que c'est en mer, c'est très bien. Ça devient dangereux quand ça touche la terre et que c'est là que ça lâche des gaz toxiques qui sont très dangereux. Certains médecins disent même que l'impact sanitaire serait bien plus dangereux que l'impact de la chlordécone. Alors, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais on commence à entendre ça dans le corps médical. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'empêcher au maximum les sargasses d'arriver au sol. Et là, je veux profiter de l'occasion pour dire une chose assez simple, c'est que on a souvent tendance à s'autoflageller en matière de gestion des affaires publiques, mais il faut quand même rappeler une chose, ça fait 10 ans que les vagues arrivent, et ça fait 10 ans que des initiatives privées, d'abord à l'origine, n'ont pas attendu pour pouvoir se mettre au travail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une bonne coopération entre ces acteurs privés et la collectivité territoriale qui coordonne assez bien, malgré tout, avec des difficultés importantes, mais qui coordonne assez bien ce travail. Donc, les acteurs privés, je veux le rappeler, il y a eu une association qui s'appelle l'OSP, Objectif Santé Publique, qui a été créée il y a une dizaine d'années, qui, dans l'indifférence générale, quand elle a vu venir les sargasses, a commencé à se préoccuper du sujet, à faire les études d'impact qu'il fallait, et à chercher des solutions techniques. Il y a 10 ans, on ne savait pas comment faire, qu'est-ce qu'il fallait faire de ces vagues. Et c'est là qu'avec une autre société privée, qui s'appelle Filet de Rome, ils ont mis au point des filets. Et ce sont des filets qui aujourd'hui sont installés, alors certains au Robert, beaucoup au François et au Vauclin, qui sont des filets un peu surélevés, qui sont des filets qui ont été vraiment mis au point, développés pour pouvoir retenir les bancs de sargasses. Et puis une troisième société privée, en la personne de Laurent Brousseau, qui est une entreprise guadeloupéenne, STMI, qui a mis au point un Sargator, qui est une espèce d'engin pour pouvoir ramasser les sargasses. Et cette coopération entre ces 3 initiatives privées ont mis au point un dispositif, ont mis au point un protocole pour pouvoir traiter le sujet des sargasses à l'échelle, on va dire, entre le François et entre le Robert et le Vauclin, avec un certain succès, et en sollicitant l'aide publique. Alors l'aide publique est arrivée, il y a quand même eu des plans sargasses importants qui mettent de l'argent par l'État. Et puis, la collectivité territoriale, aujourd'hui, coordonne un petit peu la mobilisation de ces engins. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est ça qui est important. C'est de ne pas attendre que les sargasses arrivent au sol, c'est de les récupérer derrière les filets. Donc, il faut des filets suffisamment solides pour pouvoir les contenir. Par les sargators, les récupérer. Ensuite, les mettre sur des barges qui restent en mer. Attendre que sur les barges, les algues sèchent, et quand elles sont sèches, on les remet en mer, et là elles plongent, et c'est bon. Plutôt que de les mettre sur terre, parce que là, les mettre sur terre, on a quand même mesuré que ça contribue à polluer les sols. Donc voilà le protocole. Donc, et ça fonctionne aujourd'hui à 2 grandes barges qui sont, il y en a une au Robert, une au François,
Il y a maintenant la 3e génération de Sargator qui arrive. Donc, il y en a un gros, bien plus gros que les 2 précédents, qui sera ici en Martinique mi-juillet, qui a été commandé par d'ailleurs la société privée Philédrome, qui l'a financé avec l'aide de l'État et notamment par la défiscalisation. Donc, alors, tout ça, c'est important de rappeler que ce sont des privés en fait qui se sont organisés et aujourd'hui qui ont démontré par l'action que c'était le bon protocole. Et maintenant, la coopération publique s'adosse sur ces technologies, ces savoir-faire qui ont été développés par ces énergies privées. Et donc voilà, donc aujourd'hui, je pense que c'est bien de mettre un peu ça, c'est vrai qu'on entend beaucoup, c'est dramatique les sargasses, parce que ça détruit l'écosystème, ça a des impacts, on en a déjà beaucoup parlé, sur la santé, sur le tourisme, sur les équipements, etc. Et donc, soit on pleure et on constate, et puis on demande de l'aide à l'extérieur, on ne fait rien, soit on se bouge, on s'est bougé, on n'a pas réglé tous les problèmes, mais en tout cas, on a commencé à prendre les choses en main, et ce sont des initiatives martiniquaises qui sont maintenant observées comme étant de bons protocoles. Et tout ça, ça va servir le plan Sargasses numéro 3 qu'a lancé François Bayrou. Donc là aussi, l'État maintenant contribue à mettre un peu d'argent au pot. Et puis, ce mercredi, on a appris que dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur la mer, il y a un plan Sargasses international qui a été mis au point, et à la demande notamment de la France, et qui est le bon échelon pour traiter le problème. Il faudra à peu près 4 sargasses. Comment tu appelles ça, les Sargators. Sargators, semble-t-il, pour régler le problème. Bon, on me dit dans l'oreillette que sur cette question, on ne va pas prendre 1 heure, comme tu l'avais suggéré. Vice-cher, les parlementaires d'outre-mer ont été reçus par Manuel Valls, qui concocte une loi. Ça s'est passé le 3 juin dernier. Manuel Valls a reçu les parlementaires d'outre-mer. Je ne sais pas s'ils étaient tous là. Mais globalement, à travers ce qu'il a présenté, les parlementaires ont eu un regard positif. C'est quand même intéressant, a priori, puisque voilà. Plusieurs sénateurs ou bien plusieurs députés ont considéré que c'était positif. Alors rappelons le projet de loi de Manuel Valls contre la vie chère, la concurrence, la transparence, des exigences aussi, de la reconnaissance et du bon sens, il demande. Il y a plusieurs titres. Améliorer le pouvoir d'achat et compenser l'éloignement, c'est un sujet qu'on a largement discuté. Renforcer les activités économiques pour favoriser la concurrence, aussi c'est un sujet qui est au centre. Soutenir le tissu économique des territoires ultramarins et le renforcement des moyens de contrôle, notamment pour la concurrence et les prix. Alors, la base de travail, il reprend bien évidemment les idées des socialistes, il reprend des idées bien évidemment de la grande discussion qu'il y a eu ici. Et le projet de loi doit être présenté fin juin. Et voilà, selon certains parlementaires aussi, ce texte manque un peu d'ambition également, il faudra aller beaucoup plus loin. Toutefois, satisfaction et vigilance sont les 2 éléments fondamentaux, notamment de l'opinion des parlementaires. Et puis, dernier sujet, pour dire que les sujets de l'octroi de mer, du carburant, sont destinés à une autre réflexion. Donc, ils ne sont pas inclus dans ce projet de loi, mais ça paraît aussi très important comme sujet. Voilà. Si j'étais député invité par le ministre d'État aux Outre-mer, j'aurais été très honoré, mais j'aurais surtout dit à ce monsieur qu'en réalité, on est venu ici pour lisser un système, le concocter, c'est-à-dire que. Mais ça reste mettre en place de façon plus intelligente les importations. Parce qu'on prend là, on enlève les prix là, on les met là, mais qu'on n'éradique pas le mal à sa racine. Il faut penser à l'autonomie, puisque c'est 40%, c'est là que le différentiel est le plus élevé. Il faut penser réellement à l'autonomie alimentaire. Et puis allons nous pencher sérieusement sur la question de la petite agriculture, quoi. Les aides à leur apporter, le POSEI, les aides aussi à ceux qui utilisent leurs produits, arrêter cet écrasement de la monoculture dans l'utilisation du POSEI, faire les choses sérieusement. Et bon, là maintenant on est dans du cosmétique. C'est l'impression que j'ai. Mais j'aurais été dans l'opposition et on ne m'aurait pas entendu. Défricher, mais il y a aussi une nouvelle table ronde qui est organisée, alors on va attendre. Avec un certain nombre de parlementaires. Et voilà. En tout cas, il dit quelles sont les conséquences du chaos économique de Trump pour le système financier mondial. Si chaos il y a, est-ce que tu peux estimer que... Oh, il y a un chaos pour les États-Unis, déjà.
pour le système financier Ouais. américain. C'est ça. Alors, on va peut-être rappeler un peu ce qu'il fait. Alors, je crois que les gens qui adorent la démocratie doivent aujourd'hui réfléchir aux conséquences concrètes de la démocratie. Trump a très clairement annoncé dans son programme ce qu'il allait faire. Alors, il a annoncé dès sa défaite en disant, si je reviens, et je vais revenir, et je vais gagner, voilà ce que je vais faire. Et cette espèce de condescendance des démocraties occidentales, essentiellement, pour les tenants du fascisme, est troublant. C'est-à-dire qu'on ne prend jamais ces mecs-là au sérieux. Hitler a écrit dans Mein Kampf, très clairement, son programme de destruction massive des Juifs, de l'économie centralisée, de la guerre. On ne l'a pas pris au sérieux. Avec cette comparaison, tu mets la barre très haut. Hein? Ah oui, Ok, d'accord. ah oui, 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 non, mais on n'est pas loin. Hein. Continue, On n'est pas continue, loin. Ce qui se passe aujourd'hui, aux États-Unis, dans l'ouest des États-Unis, c'est-à-dire l'envoi de troupes fédérales, parce que là, on n'est plus. Ah oui, là, oui. Ah oui, oui. eh ben oui. Cet aspect-là, oui. Trump décide de durcir sa politique de renvoi des immigrés. Il y a un certain nombre de gens qui sont des citoyens américains qui disent, monsieur, non mais le problème c'est que Trump viole la loi. Oui. Et ils disent, monsieur, vous violez la loi et on aurait pu, pour contrer ces transgressions de la démocratie, utiliser une voie judiciaire. On en a marre, ça prend trop de temps, donc on va utiliser la manifestation, qui est légale. Évidemment, vous imaginez bien qu'il y a des types dedans qui en profitent pour foutre le bordel. Oui, bon, mais il y a un article qui vient de sortir à propos du choix du gouverneur de Californie. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, la Californie a le droit de tenir tête au président, de l'envoyer paître. Bon, eh ben, ce gouverneur dit la chose suivante, il est temps désormais que nous résistions. Donc en fait, on est au bord de la guerre civile, entre guillemets, bien évidemment. Bon, pour revenir au système financier, le système financier, je pense qu'il ne faut pas trop avoir de crainte pour le système financier. Le système financier va éliminer Trump, comme il a éliminé toute une série d'autres présidents qui ont voulu le refonder. Alors, la plupart de ceux qui ont été éliminés, c'est des présidents de gauche qui ont voulu rationaliser le système financier. Vous vous rappelez qu'Obama a dit, bon, moi j'hérite d'une situation en 2008 scandaleuse. C'est bien le système financier qui s'est auto-mutilé, qui s'est tiré une balle dans le pied, et ça a eu des conséquences mondiales, vous le savez. Oui. Il y a eu des dizaines de millions de personnes, y compris en Martinique, des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur emploi avec la crise de 2008. Ça ne s'est pas passé en 2008, ça s'est passé en 2010, puisqu'il y a eu 2009 qui a accéléré le truc. Donc, le système financier décide. Et il décide parce qu'aux États-Unis, il a à la fois il bénéficie de ce qu'on appelle un avantage déloyal. Parce qu'il a le dollar. Il faut quand même le rappeler. Le dollar est une monnaie refuge, mais c'est surtout une monnaie d'échange internationale, puisque toutes les matières stratégiques sont valorisées en dollars et commercialisées en dollars. C'est pour ça que les États-Unis peuvent, de manière quasi illimitée, emprunter. Alors, ils ont une expression intéressante que j'ai trouvée dans le texte, qui est pas mal, que je ne connaissais pas. L'endettement sans pleurs. Ils peuvent s'endetter sans limite. À perte de vue. À perte de vue, simplement parce qu'ils ont la monnaie dans laquelle ils empruntent et avec laquelle ils vont rembourser. Donc les effets de change, ça n'existe pas. La valeur du dollar, bien au contraire, ça les incite à continuer. Donc, le choix et les conséquences de la politique de Trump sont immédiates pour, non pas le système financier, mais pour le citoyen américain. Alors évidemment, pas que le citoyen américain, nous également. La problématique, c'est qu'une bonne partie des produits que nous achetons à l'international, y compris en France, sont libellés en dollars. Alors beaucoup sont libellés en euros,
Mais les éléments stratégiques sont en dollars. Quand nous achetons un certain nombre d'équipements en Chine, et la Martinique, et en Chine et en Asie, la Martinique importe beaucoup de véhicules hors Europe, sont libellés non pas en euros, mais en dollars. En dollars. Le pétrole que nous achetons, il est libellé en dollars. Un certain nombre de choix stratégiques sont opérés sur la base du dollar. Donc nous souffrons directement des choix stratégiques de M. Trump, mais pas trop le système financier qui va finir par le dessouder. Ils l'ont déjà calmé sur les droits de douane, vous avez vu. Ils reculent, et ils viennent signer un accord avec la Chine, tout simplement parce que Wall Street lui a dit, bon, tu signes parce que c'est fatigant. Quoi. Jingle, problème de société. Alors, écart de richesse de les régions ultramarines, qui est le plus élevé de France, s'agissant de nous. En réalité, nous sommes les plus pauvres de France. Oui, c'est le rapport 2025 de l'Observatoire des inégalités qui mesure, qui vient de tomber et qui confirme que les habitants des Antilles, de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte, vivent au quotidien avec des écarts entre les plus pauvres et les moins pauvres, les écarts les plus importants de France, enfin, pas les plus importants, mais parmi les plus importants, puisque là où les écarts sont les plus importants, c'est la région d'Île-de-France et notamment de Paris. Alors quand on a dit ça, c'est important de préciser quand même une chose, parce que dit comme ça, ce qui vient en tête, c'est des ultra riches dans des villas de milliardaires et des très pauvres. Mais ce n'est pas vraiment ça. Puisque l'écart n'est pas lié au fait qu'il y ait des gens qui abusent de richesse, c'est plutôt lié au fait que le taux de pauvreté est extrêmement fort chez nous. Mais ça n'est pas. Donc, il faut bien comprendre que cette inégalité, elle est due d'abord à la pauvreté plus qu'à la richesse. C'est ça. Et quand on regarde les chiffres, alors j'ai récupéré les chiffres, à La Réunion par exemple, mais c'est à peu près la même chose sur la Guadeloupe et la Martinique, les 10% des gens les plus aisés d'une population touchent ont un revenu en moyenne de 3 158 €. Voilà de quoi on parle. Et que l'on compare mensuel. Oui. Et que l'on compare aux 10% des plus pauvres qui, eux, doivent survivre avec 735 € en moyenne. Donc c'est cet écart qui est mesuré, qui est un écart de 1 à 4,3, qui fait qu'on est dans des écarts pratiquement les plus importants de France. Voilà, mais c'est important de bien comprendre ça. Et donc ces inégalités, elles sont structurelles chez nous, parce qu'il y a plein de facteurs qui expliquent ces inégalités. D'abord, il y a le taux de pauvreté. Alors j'ai quelques chiffres. Mayotte, c'est 77% de taux de pauvreté. Donc ce sont des taux considérables. Ça veut dire sous le seuil médian de pauvreté. La Guyane, 53%, la Réunion, 36%, la Guadeloupe, 35%, la Martinique, 27%, alors que dans l'Hexagone, le taux de pauvreté est de 14%. Donc voilà ce qui explique le problème spécifique aux Outre-mer. À cela, il faut rajouter aussi le problème endémique du chômage. On a un taux de chômage qui est 2 fois plus élevé chez nous que dans l'Hexagone. Eh bien, ça contribue à accentuer ces écarts entre les plus pauvres et les moins pauvres. Et puis le troisième facteur, c'est le niveau de qualification. On a un niveau de qualification chez nous qui est anormalement bas. Et ce niveau de qualification, c'est la poule qui génère l'œuf qui génère la poule et qui génère l'œuf, on ne sait pas trop quoi. Mais ce taux de qualification freine l'accès à l'emploi et donc participe à l'accroissement des écarts de pauvreté. Et puis, il faut rajouter quand même, pour être tout à fait complet, puisque là, on sort de ce grand débat, c'est le coût de la vie qui, par l'autre bout de la chaîne, vient renforcer la difficulté des plus pauvres à s'en sortir, avec des écarts de prix qui sont importants, on l'a déjà vu, entre les prix pratiqués chez nous et les prix pratiqués dans l'Hexagone. Donc voilà, donc oui, des écarts importants, mais des écarts dus d'abord à un taux de pauvreté qu'il faut combattre, plus qu'à des abus de richesse. Et ce ne sont pas les 40% des fonctionnaires, parce que souvent on dit les écarts de pauvreté
sont dues au fait qu'il y a une catégorie de privilégiés qui sont en réalité les fonctionnaires qui ont une surrémunération de 40%. Ce n'est pas ça qu'il faut combattre, c'est vraiment La la pauvreté. pauvreté à laquelle il faut s'attaquer. Autre aspect de la question, à l'échelle de la Caraïbe, le niveau de vie, l'accès aux services publics et l'indice de développement humain restent nettement supérieurs. Eddy nous l'a déjà assez dit, je lui prends la parole, supérieurs à ceux de la plupart des pays voisins. Ce contraste crée un sentiment de frustration, car la comparaison se fait avec, comme on dit, la métropole. Moi, je dis la France ou l'Hexagone, accentuant ce sentiment de malheur et la pauvreté en question. Les Outre-mer sont donc à la fois parmi les plus pauvres de France, oui, d'accord, et parmi les plus riches de leur région. Et oui, c'est ça aussi une vérité. Une double réalité qui pose la question d'un développement plus équitable et qui exige un peu d'effort d'imagination de la part des élus et des politiques. Autre sujet, crise sécuritaire en Martinique. Serge Letchimy saisit le président de la République. Enfin, on va entendre la voix de Frédéric. Je crois que je disais enfin Serge Letchimy saisit le président de la République parce que ce n'est pas la première fois qu'il en parle. Ce n'est pas la première fois. Il s'était déjà exprimé auprès de François Bayrou et le sujet avait déjà été mis sur la table. Donc effectivement, le président de la collectivité territoriale de Martinique s'est adressé au Premier ministre François Bayrou, tout d'abord en disant c'est le tissu socio-économique et la cohésion sociale de la Martinique qui sont mises en péril. Et ensuite, il s'est exprimé auprès du président de la République. Il a eu d'ailleurs entre-temps une réaction de Manuel Valls qui a affirmé, en parlant de la Martinique, on peut considérer que ces tonnes de cocaïne saisies représentent à peu près 10% du trafic qui existe. C'est pour vous montrer l'ampleur qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises sur ce plateau de ce trafic. Donc, factuellement, le président du Conseil exécutif réagit par rapport aux 15 homicides en 6 mois qui ont été commis en 2025, dont 12 par arme à feu, avec des armes qui sont véritablement professionnelles, dangereuses, voire des armes de guerre. Et Serge Letchimy dénonce un désengagement de l'État et l'absence d'une stratégie globale et coordonnée qui soit à la hauteur de la menace que nous vivons. Et il faut bien noter, pour rappel, que 60% de la cocaïne en France provient de la zone, en 2024, provient de la zone Antilles-Guyane et que nous sommes le premier département d'outre-mer à faire transiter cette drogue. Et puis Serge Letchimy insiste aussi et critique la suppression des 900 PEC, ces fameux parcours emploi compétences en 2025 qu'il estime comme étant une décision brutale, cette suppression bien sûr, et comme justement un important levier d'aide sociale. Alors pour rappel, on a en Martinique, et pour parler des efforts de l'État, de l'autre côté, on verra bien ce que le président Emmanuel Macron dira de cette interpellation et ce à quoi ça nous mènera, mais on a de la mobilisation. Alors, M. Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a déjà insisté et a déjà souligné qu'il enverrait davantage de gendarmes sur le territoire. On a cette fameuse opération Scotopédia, je me suis entraînée pourtant, avec 120 militaires mobilisés depuis plusieurs nuits par semaine, des surveillances de zones de débarquement. Ici, j'avais parlé de ces fameux radars côtiers qui sont en place. On peut parler aussi de ces fameuses saisies en 2024 de plus de 28,3 tonnes de stupéfiants, et puis cet OFAS, cet Office français de lutte anti-stupéfiants, en plus des forces armées aux Antilles, qui est composé d'environ 60-70 enquêteurs. Alors j'ai regardé en termes de budget ce que ça peut représenter, et on ne peut pas dire qu'il y a une ligne budgétaire qui est aujourd'hui affectée, que ce soit dans le plan de finances, parce que c'est presque, entre guillemets, un problème nouveau qui est soulevé en plan de finances ou au niveau de la ligne de budget unique de la collectivité, sinon par la sécurité, la prévention, etc. Mais on peut chiffrer et c'est peu, à 15 millions annuels les renforts supplémentaires, mais c'est bien trop peu par rapport à tout l'effort qu'il faudrait déployer. Alors, je crois que le sujet, il est de toute façon à souligner par le président du Conseil exécutif, c'est un inévitable, et on a besoin de renforts financiers. Mais je crois que surtout, parce que ce n'est pas un problème français, ce n'est pas un problème d'île française, c'est un problème d'île caribéenne, c'est un problème de lieu de transit, je crois que les États occidentaux, puisqu'ils sont quand même extrêmement concernés par le trafic de drogue, n'ont pas nécessairement un positionnement clair par rapport à la drogue.
questionnement souvent fréquent de la drogue douce et de la drogue dure, de l'usage du cannabis. Quand on a vu les positions de M. Dupond-Moretti avec sa fameuse opération Place Nette qui avait donné des fruits, mais finalement d'autres sont intervenus en termes de conviction sur la légalisation, la dépénalisation. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que dans l'État français lui-même, pas globalisé, mais il y a un vrai sujet de positionnement par rapport à l'usage de la drogue. Par exemple, le consommateur de drogue dure, prenons l'exemple, ou de drogue douce, il encourt même pas 350 € d'amende aujourd'hui. Donc, quand on essaie de lutter contre un tel fléau qui tue des milliers, des centaines de personnes, qui tue nos enfants, qui tue des enfants de toutes parts, de tous côtés, qui tue des adultes, qui en fait gangstérise la société et nous empêche d'être dans une économie réelle, réaliste. Quand on parle avec des professionnels, les jeunes sont difficilement employables dans certains quartiers parce qu'ils sont séduits par ces trafics, il faut le dire. Donc, quand on vit dans cette situation-là et que l'État lui-même, je veux le souligner, n'a pas une position, je trouve, il va l'avoir certainement, mais législative, réglementaire, à propos de cette consommation, notamment au niveau du consommateur, même si il est assez répressif, il faut le dire aussi, sur les trafiquants, on a cette sorte d'ambiguïté, dépénalisation, légalisation. Quelle posture aujourd'hui claire? Et tant que nous n'aurons pas une posture claire, je crois que les Caraïbes continueront, je dis bien les Caraïbes, continueront à constituer une véritable passoire. Je trouve que la position du président du Conseil exécutif est très comment dirais-je, légitime, mais je crois qu'elle sera comme une goutte d'eau si les décisions claires ne sont pas prises à plus haut niveau. J'ai retenu que 1400 conteneurs sur 180 000 seulement sont contrôlés. J'ai retenu également que M. Letchimy a une conclusion très forte en disant que le peuple martiniquais mérite mieux que le silence ou la résignation. Il mérite l'action et la vie. Et puis une chose à laquelle j'ai réfléchi, c'est l'égalité des armes. On dirait qu'un président de la République doit être plus fort qu'un président de collectivité. Mais quand un président de collectivité fait des bêtises, on lui envoie la Cour des comptes et puis on lui envoie le procureur de la République. Mais quand maintenant celui qui a une partie de la gouvernance, qui est ce qu'on appelle les droits de l'autorité régalienne, quand il ne fait pas son boulot, qu'est-ce qu'on peut faire? On attend de voter jingle jingle pour la culture. Merci. Le projet de loi mettant en œuvre les recommandations j'ai trouvé ça très intéressant. Les états généraux de l'information devraient être présentés avant l'été en Conseil des ministres. C'est dit qu'il va débattre que ça. Il est un homme d'opinion, un homme de presse, il est un magnat de la presse locale. Enfin, moi, je me bats pour qu'il y ait de la transparence et de la démocratie. Et apparemment, les états généraux de l'information prônent une plus grande transparence et une plus grande protection des médias. Oui. Et une plus grande éducation aux médias dans les écoles. Ça, c'est fondamental. Fondamental. Bon, très bien. Ça voudrait dire que ce n'est pas le cas. Non, c'est ça. En tout cas, que ce n'est pas fait de manière très efficace. J'ai fait ma petite enquête. Il y avait un truc formidable qui existait à l'époque, qui était la journée de la presse à l'école. Vous vous rappelez ça? J'y ai participé. Vous avez tous été invités. Oui, absolument. Moi, par contre, ça encore. Il n'y a plus de presse. Non, il y a toujours de la presse. Elle a changé de formule. Bon, le cœur du dispositif devrait être comment on assure la transparence et surtout l'indépendance des médias. Parce que la plus grande menace sur les médias, ce n'est pas la censure dans les pays occidentaux, c'est la disparition financière. C'est ça. OK? Parce que la pluralité devrait être basée sur l'existence de médias publics, donc financés par nos impôts, et puis l'existence de médias privés. Parce que les médias publics, c'est souvent la voix de son maître. Alors, pas tant que ça en France. Pas tant que ça en France, mais bon, on est quand même dans un territoire européen. Oui. Bon, il y a beaucoup de télé, radio et presse publique qui obéissent à leur gouvernement. En fait, plus on va vers l'Est, plus c'est le cas. Bon, mais il faut une presse privée. Et le cœur même du dispositif qui avait été, comment dirais-je, préconisé,
par les gens, le grand public et les gens qui ont réfléchi, c'était de dire, comme les gens qui gagnent le plus d'argent au monde, c'est-à-dire les gens qui vendent de l'information, ne sont pas des organes de presse, Oui. ce sont ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire les vendeurs de technologie et les vendeurs d'informations. On les connaît tous, c'est Microsoft, c'est Apple, c'est Alphabet, Google, c'est Facebook, etc. C'est les 10 plus grandes capitalisations boursières, ce sont ces gens-là. Aujourd'hui, l'information, c'est le pouvoir. Okay, ces gens-là ne produisent aucune information. Ils vont pomper l'information des journalistes qui font leur boulot pour l'information, c'est vital. Quand vous vous levez le matin et que vous n'avez pas d'information, imaginez le truc où un jour on se lève et il y a 0 information. On ne saura même pas s'il est possible de monter au Robert tranquillement. Voilà. Bon. Ces gens-là, on n'est toujours pas prêt à leur dire « Allons prendre une partie de ce que vous gagnez en utilisant le fait que vous piquez gratuitement l'information et que vous la revendez, entre guillemets, avec vos pages de pub pour financer la presse. » Bon, alors, il y a des débuts de négociations entre Google et un certain nombre d'organes de presse, mais le gouvernement renonce, bien évidemment, et il renonce de manière assez cohérente, puisque si on prend une loi franco-française qui dit, bon, on va piquer, les mecs, ils vont trouver le moyen d'avoir de l'info sans payer Le Monde, Libération ou France Antilles, en allant chercher de l'information en français ailleurs. Oui. Voilà. Donc en fait, il faut une législation européenne. Peut-être mondiale, certainement pas, mais au moins européenne. Et donc, le gouvernement va se contenter de dispositions franco-françaises. Bon, il y en a un certain nombre que je ne vais pas toutes développer ici, mais ils vont dire qu'il faut parler davantage de la presse à l'école. Bon, c'est un vœu pieux, mais en tout cas sensibiliser les gosses à l'importance de la critique. On a vu ce que ça donne quand les manipulations, il y a des professeurs qui se font trancher la tête parce que les réseaux sociaux manipulent l'info. Donc, c'est extrêmement important. Et puis, il y a un certain nombre d'autres dispositions qui, de mon point de vue, bon, je vais quand même vous le donner, sont totalement inefficaces. L'idée c'est quoi? C'est de dire, autant on va peut-être financer la liberté de la presse via une ponction sur les gains des GAFA. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre ce moment-là pour dire la chose suivante. Il y a la nécessité d'inscrire dans la loi l'obligation pour les gouvernements à venir et les collectivités locales de mettre des sommes qui sont destinées à financer la presse privée. Voilà. Alors, Serge Letchimy l'a fait, il ne l'a pas inscrit dans le budget. Il a donné 200 000 € à un certain nombre de télévisions, notamment Zitata. Alors, il faut qu'il fasse un petit effort pour payer vraiment, puisque les télés en question attendent qu'on les paye pour 2024. Et donc, je lui dis, Serge, il faut faire un effort parce que ces télés vont disparaître. Okay, très clairement, elles sont tellement fragiles qu'il faut payer ça. C'était sur 3 ans. 2023, ça a été payé. 2024, ça n'a pas été payé. Et on est en 2025. Bon, il faut faire un effort. Mais il a au moins fait ce que les autres ne voulaient pas faire. Et je pense que l'effort supplémentaire, c'est que les collectivités locales et le gouvernement, alors le gouvernement le fait un peu, mais que pour un certain nombre de supports de presse, notamment la presse écrite. Mais il faut faire ça pour les radios, il faut faire ça pour l'Internet, la télé et l'ensemble des supports de presse. Voilà. Il nous reste, on a largement le temps de traiter un sujet qu'on a zappé, que Yael, c'est intéressant. Tu t'en es rendu compte? Oui, je me suis rendu compte. Ouais. Je me suis rendu compte par l'oreillette que j'ai dans l'oreille et la technique qui me l'a rappelé. Yael Braun-Pivet ne saisira pas la justice contre GBH et CMA, CGM. Voilà. C'est poids vraiment lourds. un article à la Daniel. À la Danielle Marceline, Marceline, exactement. Marceline. Ben, vas-y, J'allais d'ailleurs la citer, ouais, puisque nous sommes dans la parfaite continuité. Bon, je vais être un petit peu plus attachée à mes notes que Daniel parce que je ne suis pas avocate. Mais en tout cas, le motif invoqué par Yael Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, est que l'infraction, alors c'est, pardon, juste recontextualiser, c'est suite justement aux lanceurs d'alerte
pour le soupçon d'abus de position dominante, les pratiques anticoncurrentielles visant le groupe Bernard Ayotte pour la marge au niveau des véhicules. Daniel, donc on avait parlé en janvier 2025 et avait précisé à cet effet-là que la seule preuve qui avait été adjointe au dossier était un article, le fameux article de presse de Libération. Ouais. Faire la transition avec la presse. Et par conséquent, alors juste la présidente d'une Assemblée nationale, ça peut paraître surprenant, mais a le droit de saisir le pénal. Oui, exactement, parce qu'elle a le droit de saisir pour tout sujet lié aux commissions parlementaires. Elle a aussi le droit, par le vecteur de la proposition de loi, de pouvoir proposer et faire évoluer la législation pénale. Voilà. D'accord. Oui, mais saisir... Tu viens de le dire, ok, tu as répondu à mon interrogation. Je l'avais anticipé. Oui. Donc, le MIR, la CGTG et l'avocate maître Gladys Démocrite ont dénoncé, suite à ce refus, un manque de volonté politique et judiciaire, en exposant que l'attaque aux causes structurelles de la vie chère a été fortement justifiée. Une plainte déjà déposée depuis juin 2024, démobilisation populaire dès septembre 2024 et une absence d'enquête judiciaire en retour. Et le MIR, la CGTG mettent aussi en avant la décoration de Bernard Ayotte, qui a été chevalier de la Légion d'honneur, et la proximité entre monsieur Rodolphe Saadé et Emmanuel Macron. Alors, il y a cette sorte de relation qui a été un petit peu soulignée par l'avocate. Bon, pour aller sur le fond, sur le droit. Le refus donc de Mme Braun-Pivet, il repose, et en fait, Daniel, j'ai réécouté ce que Daniel avait dit en janvier, et c'est quasi prophétique. C'est-à-dire qu'elle avait déjà annoncé ce qui allait se dire. Elle avait bien dit que le principe fondamental du droit pénal, à savoir la caractérisation de l'infraction, était tout simplement absente. Il n'y avait pas assez d'éléments de preuve. Bien sûr qu'on peut faire appel à la justice, mais il faut être bien arrimé pour pouvoir le faire avec des justifications. Donc, pour aller dans le détail de la décision, la présidente a estimé que les documents fournis ne permettaient pas de déduire de façon cohérente un taux de marge. Alors, un taux de marge, qu'est-ce que c'est ? C'est, pour aller vite, le prix de vente moins le coût d'achat divisé par le prix de vente. Donc, ça vous donne une idée de la marge que se fait un commerçant. Elle a considéré que ni faux témoignage, ni obligation juridique de produire de nouveaux documents n'étaient établis. Et en somme, elle a estimé que les preuves matérielles et juridiques présentées étaient tout à fait insuffisantes pour caractériser l'infraction pénale contre le groupe Bernard Ayotte et contre le transporteur CMA-CGM. Donc l'absence de poursuite, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas une absence de problème économique et social. Mais en tout cas, attaquer juridiquement, sans preuve, sans éléments, le groupe GBH et CMA-CGM, en l'occurrence, je pense, ne sert pas la cause, mais plutôt la dessert. Et je me range à l'avis de Daniel, qu'il avait déjà assez bien annoncé en janvier 2025. Bernard Ayotte a été élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Chevalier, il était depuis l'année 90. Pardon. Pourquoi ? C'est parce que moi j'ai dû regarder, j'ai dû potasser, parce que la Légion d'honneur, ce n'est pas ma tasse de thé nécessairement. Mais je voulais préciser ça pour que les gens sachent qu'il n'était pas un petit genou à qui on a donné cette dignité pour compenser un petit peu peut-être les bobos qu'on lui fait par ailleurs. Je potasserai mieux la prochaine fois à la Légion d'honneur. Voilà. Ok. Bon, mais maintenant on va parler de la musique, mais il faut un petit jingle avant. Christian. Chers amis, j'ai pris l'option aujourd'hui de faire un petit clin d'œil à la Guadeloupe, notamment, et de vous parler de Stéphane Castries. Alors, Stéphane Castries, c'est un bassiste. Je l'ai rencontré à travers les festivals Big in Jazz. Je vais vous raconter d'autres choses. Il est né à Colombes en 1973. Et puis, très tôt, il est dans une famille de musiciens. Son père était multi-instrumentiste, entre autres. Son frère, Jérôme Castries, il est batteur. Et Stéphane, il a appris un peu le piano, mais à 13 ans, on lui a offert une basse, quoi. Ouais. Et puis, il a vu Michel Alibo à la télévision. Il a été vraiment flashé par Michel Alibo. Et il s'est mis à la basse
Je vous propose de le découvrir à travers un petit solo. Avec plaisir. Gérard, tu dois être comme moi, mais je garde en souvenir le temps où la basse faisait boum, 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 simplement, boum, ouais, boum. sans Et mélodie. puis vous voyez aujourd'hui comment la technique, la mélodie, ça s'est développé chez les bassistes. Alors je vous disais effectivement qu'il a eu beaucoup d'influence. Et il a aussi joué avec beaucoup de grandes affiches. Alors, par exemple, Angélique Kidjo, Jean-Michel Routin, les Nubians, il a fait des tournées avec Kezia Jones, il a joué avec Catherine Lara, Tony Chasseur, Les Dieux du Soleil, Jocelyne Béroir. Il a un niveau et puis aussi un répertoire extrêmement développé, autant le jazz, autant la funk, autant la pop, autant les traditions. Et là, je vais vous faire voir un petit passage que j'ai sélectionné avec Alain Jean-Marie, un petit duo entre lui et Alain Jean-Marie. Alors, c'est un homme extrêmement sympathique, extrêmement pondéré. Et puis, j'ai vécu une expérience il n'y a pas très longtemps avec eux, puisqu'on a préparé des répétitions, puisque avec le groupe Begin Jazz Collective, nous sommes allés au festival Terre de Blues. On a été invités à Terre de Blues. 5 ans après d'avoir fondé le groupe, nous sommes dans une dynamique, quand même. Et j'ai été charmé par sa direction, parce que c'est lui qui dirige la formation Begin Jazz Collective. Enfin, c'est une direction collégiale, mais en tout cas, il est le personnage central. Ah ouais. Tout fédère vers lui, et avec une docilité, avec une pondération, avec une inventivité, avec une bienveillance extraordinaire, il dirige tout ça. Alors, quelques images que je vous invite à voir. Vous allez découvrir la nouvelle version de Begin Jazz Collective qui s'est produite vendredi dernier à Terre de Blues avec un succès incroyable. Marie Galante. On aperçoit Stéphane Castri, toujours à la basse. À côté de lui, il y a Mélodie Spartacus, c'est une jeune Martiniquaise qui a vécu à Cuba et qui a eu la grande tâche de remplacer Ludovic Louis, qui n'était pas disponible et qui a été très performante. Elle est merveilleuse, cette jeune Martiniquaise. J'aimerais aussi vous dire que
nous n'avons plus les moyens financiers de poursuivre le festival Big in Jazz, mais il n'en demeure pas moins que notre initiative a révélé le jazz antillais. C'était ça l'objectif. C'était l'objectif de ne pas toujours consommer du jazz américain, mais de comprendre que dans notre propre répertoire, nous avions de quoi aller à l'universel. Et je suis très content de voir aujourd'hui que ce jazz existe. Je vais vous proposer une autre vidéo sur effectivement toujours ce succès que nous avons eu à Jazz à Marie-Galante. Merci Gérard. Alors, il faut le rappeler, cette formation que nous avons créée ici en Martinique et qui est composée de Martiniquais, de Guadeloupéens, d'Haïtiens, aujourd'hui un Brésilien, de Cubains, c'est aujourd'hui, si vous voulez, un produit que nous voulons exporter. Mais qui peut aider nous pour nous faire ça? Je dois vous rappeler que Big in Jazz Collective a fait des scènes en France. Nice Jazz Festival, Vienne Jazz Festival, le New Morning, Africolor Festival, des scènes à Basse-Terre, à La Réunion, à Terre de Blues, et cela devrait continuer. Nous avons l'ambition d'aller au Canada, par exemple, d'aller dans les pays africains, porter notre jazz à nous, qui est fait sur le goka, qui est fait sur la biguine, qui est fait sur la mazurka, qui est sur le belay. Et c'est ça notre ambition. Je vais vous poser une nouvelle vidéo, mais je dois vous dire aussi que nous avons travaillé beaucoup avec des œuvres de chez nous que nous avions arrangées. Il ne s'agit pas de prendre Chick Corea ou bien de prendre Miles Davis, il s'agit de prendre Mona et Marius Cultier. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Je vous invite à voir une nouvelle vidéo. Marie-Galante, est-ce que ça va toujours? Audrey Clodion, clavier. Maher Bonroy, clavier. Yann Negrit, encore à la guitare. Sonny trompet, batterie. Adriano Dédé, Tenorio, percussion. Brésil. Et un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Stéphane Castry à la basse, s'il vous plaît. Alors, peut-être que parmi nos téléspectateurs, il y a quelques mécènes qui pourront peut-être nous soutenir parce que nous avons des grandes ambitions. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez simplement nous envoyer un message à Big in Jazz Martinique, biginjazzmartinique@gmail.com. Et puis, le dernier mot, c'était pour vous dire que le 17 juin, à la Rue Colorée à Fort-de-France, nous allons projeter des films de la réalisation de Big in Jazz. Nous invitons les gens à venir parce que nous allons aussi proposer le projet que nous avons pour pouvoir aller sur les marchés les plus divers possibles pour proposer la production antillaise à travers cette musique. La date, Alors, c'est le 17 juin, pardonnez-moi, le 17 juin à la Rue Colorée à Fort-de-France, à partir de 19h, nous allons projeter un certain nombre de supports que nous avons sur le festival Big in Jazz et nous invitons bien évidemment les gens à venir voir et participer avec nous parce que, voilà, il faut croire en des lendemains beaucoup plus émerveillants, si je puis dire, et je crois que, bon, notre initiative est l'une d'elles, et l'une de celles-ci qui peuvent effectivement mener à nous faire connaître davantage et montrer la qualité de nos productions. Voilà. Vous voyez que ce vieux bonhomme-là continue à militer très dur. Mais avant l'émission, il disait, moi, je suis à la retraite, vous comprenez ce que Frédéric. Il n'est pas vieux. On me fait comme nous.
En tout cas, il est jeune dans sa tête. En tous les cas, je vous remercie d'avoir été présents tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous serez là, chose promise, chose due. Daniel nous manque, enfin, comme elle va regarder méticuleusement, malgré le décalage horaire, parce qu'elle n'est pas là, elle est à quelque part où il y a une différence d'heure, de regarder l'émission. Nous vous souhaitons à tous une très bonne semaine et nous vous donnons rendez-vous, à notre prochaine diffusion vendredi prochain. À bientôt.